Jane Mullins se tenait dans son studio de montage à 3 heures du matin, en train de revoir les images de son dernier documentaire. L'écran montrait une femme en larmes racontant comment une entreprise pharmaceutique avait supprimé des preuves sur les effets secondaires de leurs médicaments. Jane avait passé 8 mois à traquer des lanceurs d'alerte, à construire un dossier inattaquable. C'était sa spécialité. Exposer ceux qui se cachaient derrière des boucliers corporatifs et des équipes d'avocats, des gens qui pensaient que leur argent et leurs relations les rendaient intouchables. Il faisait ce travail depuis 15 ans, depuis que sa femme Sarah était morte de complications qu'un hôpital négligent avait tenté d'enterrer. Le règlement qu'ils avaient proposé était une insulte enveloppée dans un accord de non-divulgation. Jane avait refusé, canalisant plutôt son chagrin dans un documentaire qui avait coûté leur licence à 3 médecins et l'accréditation à l'hôpital. Ce film avait remporté des prix, mais plus important encore, il avait empêché d'autres personnes de subir le même sort. Sa fille Léane avait 12 ans à l'époque. Elle avait vu son père se transformer d'un vidéaste d'entreprise en quelque chose de plus tranchant, de plus dangereux. Jane l'avait élevé seule, lui apprenant à questionner l'autorité, à se défendre, à ne jamais accepter l'injustice. Elle avait hérité de son entêtement et de son sens du bien et du mal, ce qui rendait les 2 dernières années si douloureuses. Léane avait rencontré Brent Sparks lors d'un gala de charité. Jane avait immédiatement été suspicieux. Brent était trop poli, trop charmant, il venait d'une vieille fortune. Sa famille possédait une chaîne de centres de réhabilitation de luxe dans le sud-ouest. Les centres Sparks promettaient une guérison holistique pour les addictions, les traumatismes et les problèmes de santé mentale. S'adressant à une clientèle riche qui voulait avant tout de la discrétion, Jane avait enquêté sur eux. Sur le papier, tout semblait légitime. Programmes accrédités, taux de succès impressionnants, témoignages élogieux, mais quelque chose clochait. Les rares critiques négatives qu'il avait trouvées en ligne avaient été rapidement effacées. Les anciens employés qui avaient parlé de manière critique avaient rétracté leurs déclarations ou disparu de la vue du public. Il avait essayé d'en parler à Léane, elle l'avait accusé d'être surprotecteur, de saboter son bonheur parce qu'il ne pouvait pas lâcher prise. Pas tout le monde cache quelque chose. Papa, avait-elle dit, pas chaque famille est corrompue, les Sparks font vraiment du bien dans le monde. Ils s'étaient disputés, Jane avait poussé trop fort et Léane s'était éloignée. Quand Brent l'avait demandé en mariage après 6 mois, elle avait accepté. Jane s'était présentée au mariage avec un sourire qui lui faisait l'effet d'un verre brisé dans la bouche, l'avait accompagnée à l'hôtel, avait serré la main de Brent. C'était il y a 18 mois. Pendant la première année, Léane avait semblé heureuse. Elle avait envoyé des photos, elle et Brent voyageant en Europe, rénovant leur maison, assistant aux événements familiaux des Sparks. Elle appelait régulièrement, bien que les conversations deviennent plus courtes, plus superficielles. Jane s'était convaincue qu'il s'était trompé, que sa paranoïa avait failli lui coûter sa fille, puis les appels s'étaient espacés. Quand il parlait, Léane semblait distraite, anxieuse. Elle trouvait des excuses pour les bleus que Jane remarquait lors des appels vidéo. Elle s'était mise au tennis. Elle était maladroite. Elle s'était cognée contre une porte. Des signes classiques. Mais quand Jane insistait, elle changeait de sujet ou mettait fin à l'appel. 3 mois plus tôt, elle avait cessé d'appeler complètement. Ses textos restaient sans réponse pendant des jours. Quand elle répondait, ses messages étaient brefs. « Je vais bien, juste occupée. On se parle bientôt. » Jane s'était rendue chez eux 2 fois. À chaque fois, Brent avait répondu « Tout sourire et excuse, Léane se repose. Elle n'est pas en forme. Elle est sortie avec ma mère. Elles sont devenues très proches. À chaque fois, Jane avait insisté pour la voir. À chaque fois, Léane était apparue, pâle et amaigrie, insistant sur le fait qu'elle allait bien, que Jane devait arrêter de s'inquiéter. Lors de la seconde visite, il avait remarqué des marques sur son poignet quand sa manche avait remonté. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle avait tiré le tissu et changé de sujet. À présent, à 3h47 un mardi matin, son téléphone sonna. Le cœur de Jane se serra quand il vit le nom de Léane. Elle n'appelait jamais si tard Léane. « Papa ?» Sa voix n'était qu'un murmure, tremblant de terreur. « Papa, s'il te plaît, viens me chercher, s'il te plaît. J'ai besoin ?» Un bruit de choc en fond, une voix d'homme, en colère et pâteuse. « Je dois y aller, s'il te plaît ?»« Papa, s'il te plaît. » La ligne fut coupée. Jane se mit en mouvement avant que son esprit conscient ne réalise. Il attrapa ses clés, son téléphone et, après une hésitation, la petite caméra vidéo qu'il gardait toujours chargée, vieilles habitudes.
Le trajet jusqu'au domaine des Sparks prenait 40 minutes, Jen le fit en 25, son esprit passant en revue des possibilités, chacune pire que la précédente. Il essaya de rappeler, pas de réponse. Il essaya d'envoyer un texto, rien. Le domaine familial des Sparks s'étendait sur 6 hectares en dehors de la ville, une vaste maison de style ranch entourée de jardins impeccables. Jen y était venue une fois pour un dîner tendu du dimanche où la mère de Brent, Edna, avait passé 2 heures à faire des commentaires passifs-agressifs sur sa carrière. Comme c'est noble, exposer les problèmes privés des gens pour le divertissement public. Pendant que son père, Ken, l'avait surtout ignoré au profit de son téléphone, Jen s'arrêta au portail et tapa le code que Léane lui avait donné des mois plus tôt. Il fonctionna, le portail s'ouvrit et il remonta la longue allée, le gravier crissant sous ses pneus, toutes les lumières de la maison semblaient allumées. Jen sortit de sa voiture avant que le moteur ne s'arrête complètement. Il monta les marches du perron 2 par 2 et essaya la porte. Verrouillée, il tambourina dessus. « Léane !» Des pas à l'intérieur. La porte s'ouvrit de 15 centimètres, retenue par une chaîne. Edna Sparks regarda par l'entrebâillement, ses cheveux argentés impeccables malgré l'heure. Son expression était froidement composée. « Jane est... Il est presque 4h30 du matin. Je sais l'heure qu'il est. Léane m'a appelé. Je veux voir ma fille. Léane se repose. Elle a eu une soirée difficile. Alors je l'aiderai à se reposer. Ouvrez la porte. Edna, je crains de ne pas pouvoir faire ça. Elle ne part pas. Quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit. Non pas. Elle n'est pas disponible. Oh, elle ne peut pas vous voir. Mais elle ne part pas. Glaça le sang de Jen. Ce n'est pas votre décision. Je suis son père. Elle m'a appelé à l'aide. Elle est confuse. Elle est sous un stress énorme. La famille s'en occupe. Écartez-vous. Jean, je comprends votre inquiétude, mais il n'attendit pas qu'elle finisse. Jen recula et donna un coup de pied dans la porte juste en dessous de la serrure. La chaîne se déchira du cadre et la porte s'ouvrit violemment. Edna trébucha en arrière avec un hoquet. Jen la poussa pour entrer dans le vestibule en marbre. « Léane, vous ne pouvez pas. C'est une effraction. J'appelle la police. » La voix d'Edna monta en un cri strident. « Appelez-les, dit Jean. S'il vous plaît. J'adorerais qu'ils soient ici. » Il avança plus profondément dans la maison. L'aménagement était ouvert, moderne. Salon menant à la salle à manger. Puis à la cuisine, pas de Léane. Un bruit du haut, un cri étouffé. Jen courut vers l'escalier. Edna essaya de le bloquer, mais il la contourna facilement. Derrière lui, il entendit la voix de Ken se joindre aux protestations d'Edna, mais il ne se retourna pas. Le couloir du haut était bordé de photos de famille. Les Sparks, à divers événements, tous sourires et vêtements coûteux. Jen suivit le son des voix jusqu'à une porte fermée au bout du couloir. Il essaya la poignée, verrouillée de l'extérieur. Léane. Il tambourina sur la porte. « Papa !» Sa voix était plus proche maintenant, désespérée. Jen recula et donna un coup de pied. La porte était en bois massif, mais la serrure était décorative. Il fallut 3 coups pour que le cadre éclate et que la porte s'ouvre. La pièce était une chambre, meublée avec luxe mais étrangement stérile. Clinique, et au centre, Léane était assise par terre en chemise de nuit fine, les bras enroulés autour d'elle, se balançant légèrement. Elle leva les yeux quand Jean entra, et son cœur se brisa. Sa fille forte et brillante, ressemblait à un fantôme. Elle avait perdu au moins 9 kilos. Ses cheveux pendaient, mous et non lavés. Des cernes sombres soulignaient ses yeux, mais c'était ses bras qui firent brouiller la vision de Jean de rage. Des brûlures, des dizaines, circulaires et précises, remontant le long des 2 avant-bras en rangées nettes. Les fraîches étaient encore boursouflées, les anciennes cicatrisées. Le motif était délibéré, méthodique. Ce n'était pas un accident ni de l'automutilation, c'était de la torture. « Oh, ma chérie !» Jen la rejoignit en 3 enjambées et la serra dans ses bras. Elle s'effondra contre lui, sanglotant. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû... Chut, c'est bon. Je te tiens. Je te sors d'ici. Elle ne me laissera pas partir. Elle a dit que si j'essaye, ils me feront interner. Elle a dit que personne ne me croirait à cause de mon historique. » Quel historique? Celui que Brent a créé. Il me donnait quelque chose, des pilules. Il disait que c'était des vitamines B, mais elles me rendaient confuse. Paranoïaque, il a tout documenté, mes sautes d'humeur, mon comportement irrationnel. Il a des vidéos, des notes de médecins. Ils ont construit un dossier pour prouver que je suis mentalement instable. L'esprit de Jean s'emballa.
Une opération de gaslighting. Des tactiques classiques d'abuseurs, mais sophistiquées. Où est Brent maintenant? En bas? Je pense qu'il buvait avec son frère Brian. C'est pour ça que j'ai pu prendre mon téléphone. Je l'avais caché il y a des semaines après qu'Edna m'ait pris le premier. Jen entendit des pas dans les escaliers. Il aida Léane à se lever. Elle était instable, et il garda son bras autour d'elle. Brent apparut dans l'encadrement de la porte, sa chemise coûteuse sortie, les yeux injectés de sang. Derrière lui, son frère Brian, presque identique sauf pour une cicatrice au menton. Tous deux bloquaient la sortie. Jean, la voix de Brent était pâteuse mais portait un fil d'amusement. Effraction. Agression contre ma mère. Tu n'aides vraiment pas le dossier de Léane? Écartez-vous. Je ne peux pas faire ça. Léane est malade. Elle a besoin d'aide, d'une aide professionnelle. Nous avons déjà pris des dispositions. Vous la torturez. La voix de Jen était calme, mortelle. Ses brûlures sur ses bras. Ce n'est pas de l'aide, c'est de la maltraitance. Brent jeta un œil au bras de Léane et haussa les épaules. Effet secondaire malheureux de son état. Elle s'automutile. Nous avons essayé de l'arrêter, mais elle est très déterminée. C'est un mensonge, murmura Léane. Vraiment? Brent sortit son téléphone. Parce que j'ai une vidéo de toi en train de le faire, datée et horodatée. Jen sentit Léane se crisper. Il l'a mise en scène, dit-elle. Il m'a drogué et puis Brent s'adressa à Jean comme si Léane n'avait pas parlé. Délusion paranoïaque, transfert de blême, symptômes classiques. Nous avons 3 psychiatres prêts à témoigner que Léane a besoin d'un traitement en internat dans notre établissement. Bien sûr, nous prendrons excellemment soin d'elle. La compréhension submergea Génin. Ce n'était pas seulement une question de contrôle. Les centres Sparks, ils l'avaient déjà fait avant, trouver des personnes vulnérables, les briser, les interner dans leurs établissements où ils pouvaient dû faire ce qu'ils voulaient, sans surveillance. Combien d'autres? Demanda Jean. Le sourire de Brent s'élargit. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire. Combien d'autres personnes avez-vous fait ça? Combien de patients dans vos centres sont là parce que vous avez fabriqué une maladie mentale? C'est une accusation grave. Tu devrais faire attention, la diffamation coûte cher. Jen sortit son téléphone et commença à enregistrer. Répète ça, Brian avant ça, range ça, ou quoi? Vous me brûlerez. Moi aussi, m'ajouterez à votre collection. Jen garda la caméra stable sur Brent. Léane m'a appelé à l'aide. Je l'ai trouvé enfermé dans une pièce, couverte de brûlures. C'est de la séquestration et de l'agression. La police va vouloir voir ça? La police est des amis de la famille, dit Edna derrière ses fils. La fille du chef Morrison a reçu un traitement dans notre centre, gratuitement. Il est très reconnaissant, et le fils du sénateur Harding, ajouta Ken, apparaissant aux côtés de sa femme, et la femme du juge Patterson, nous sommes très bien connectés. Janie, quoi que tu penses d'avoir vu ici, quelle que soit l'histoire que tu penses avoir, ça n'ira nulle part. Jen regarda les 4, Brent et Brian bloquant la porte, Edna et Ken derrière eux, une famille unie dans la corruption. Combien de personnes avait-il détruites? Combien de familles avait-il déchirées? Léane, dit-il calmement. Tu peux marcher? Je pense. Bien, on part. Je ne pense pas, dit Brent. Jen croisa son regard. Vous pouvez essayer de nous arrêter, mais vous êtes ivre et vous êtes 2 contre 1. Quelqu'un va être blessé, et quand l'ambulance arrivera, quand la police arrivera, les blessures de Léane vont nécessiter une explication. Tout ça, il désigna la pièce, les verrous. L'aménagement clinique va nécessiter une explication. Nous l'avons déjà expliqué, dit Edna froidement. Léane est mentalement malade, elle est dangereuse pour elle-même. Nous essayons de l'aider quand son père a fait irruption et nous a agressés. Cette histoire fonctionne si Léane est ici, dit Jean. Elle s'effondre si elle est en sécurité quelque part, donnant sa propre déclaration, montrant ses blessures à des médecins que vous ne contrôlez pas. Pendant un moment, personne ne bougea, puis Jean prit sa décision. Il souleva Léane dans ses bras. Elle ne pesait presque rien et commença à marcher vers la porte, vers Brent et Brian. « Arrêtez !» dit Brent. Mais il y avait maintenant de l'incertitude dans sa voix. Jen ne s'arrêta pas. Il marcha droit sur eux, et à la dernière seconde, Brian s'écarta, Brent attrapa Léane, mais Jean pivota. Ils étaient passés dans le couloir. « Brian, ne les laisse pas !» La voix d'Edna était tranchante. Jen entendit des pas derrière lui. Il accéléra, descendant les escaliers aussi vite qu'il osait, avec Léane dans ses bras. La porte d'entrée était toujours ouverte là où il l'avait enfoncée. Derrière eux, Brian criait quelque chose.
Jen atteignit sa voiture et déposa doucement Léane sur le siège passager. Il courut jusqu'au côté conducteur, une main attrapa son épaule. « Brian !» Jen pivota et enfonça son poing dans l'estomac de l'homme. Brian se plia en deux. Haletant, Jen monta en voiture, démarra le moteur et accéléra. Dans son rétroviseur, il vit la famille Sparks debout sur le seuil, éclairés par les lumières de leur manoir. Les regardant, ils ne poursuivirent pas, ils n'en avaient pas besoin. Ils pensaient avoir déjà gagné. Jen sortit son téléphone et le tendit à Léane. « Appelle le 911. Dis-leur que tu es une victime de violences domestiques et que tu dois aller à l'hôpital. Dis-leur que tu as été retenu contre ta volonté. » Les mains de Léane tremblaient en prenant le téléphone. « Et Léane, dis-leur que tu veux aller à l'hôpital général du comté. Pas n'importe quel hôpital recommandé par la famille Sparks. » Elle hocha la tête et passa l'appel. Jen conduisit vers la ville, son esprit déjà au travail. Les Sparks avaient de l'argent, des relations et un récit préfabriqué. Ils faisaient ça depuis des années, peut-être des décennies, mais Jean avait passé 15 ans à faire tomber des gens qui se croyaient intouchables. Il savait enquêter, trouver des preuves, construire un dossier qu'on ne pouvait ignorer. Plus que ça, il savait les frapper où ça faisait mal. La famille Sparks venait de commettre une erreur catastrophique. Ils avaient visé sa fille, et Jean Mullins ne pardonnait pas. Il n'oubliait pas, il documentait, il exposait et il détruisait. Ce n'était pas fini, ça ne faisait que commencer. La salle d'urgence de l'hôpital général du comté était sous-effectif et surchargée à 5 heures du matin, mais l'infirmière qui emmena Léane avait des yeux gentils et une attitude professionnelle qui mit légèrement Jean à l'aise. Il avait expliqué la situation, violence domestique, possible druggage, preuve claire d'abus prolongés. L'infirmière avait hoché la tête, photographié les blessures de Léane et commencé un protocole de kit de viol, malgré l'insistance de Léane que Brent ne l'avait jamais touché de cette façon. Mieux vaut l'exclure, avait dit l'infirmière doucement. Jen avait voulu rester avec Léane, mais la politique de l'hôpital les sépara. Il fut laissé dans la salle d'attente, portant encore les vêtements de la veille, les mains meurtries d'avoir frappé Brian. L'esprit en ébullition, son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Vous avez commis une grave erreur. Ramenez Léane immédiatement et nous oublierons ce qui s'est passé. » Jen l'effaça sans répondre. Un autre vibrement. Cette fois, une photo. Elle montrait la porte d'entrée de Jean avec un message clair. « Nous savons où vous habitez. » Au lieu de la peur, Jen sentit quelque chose s'enclencher. Des menaces signifiaient qu'ils étaient inquiets. Inquiet signifiait vulnérable. Il ouvrit l'application d'enregistrement de son téléphone et revit les images qu'il avait capturées. L'aveu suffisant de Brent, la déclaration d'Edna sur leur connexion policière, la mention décontractée de Ken sur les pots de vin à des officiels publics avec des traitements gratuits. Ce n'était pas assez pour poursuivre. N'importe quel bon avocat le ferait supprimer. Mais c'était assez pour commencer. Jen ouvrit son ordinateur portable et se mit au travail. D'abord, il créa des sauvegardes chiffrées de la vidéo et les téléchargea sur 3 serveurs sécurisés distincts. Puis, il commença les recherches. Les centres Sparks avaient 5 emplacements dans le sud-ouest. Jen consulta leurs dépôts corporatifs, leurs enregistrements de licences, leurs listes de personnel. Il croisa les noms avec les réseaux sociaux, cherchant des employés qui avaient les quittés, particulièrement ceux partis en mauvais termes. Il en trouva 7 dans la première heure. 3 avaient posté des plaintes vagues sur des sites d'évaluation d'emploi avant de les supprimer. 2 avaient intenté des poursuites pour licenciement abusif qui avaient été réglés hors tribunal avec des accords de non-divulgation. Un s'était suicidé 6 mois après son départ. Ce dernier le glaça. Paula Chun, thérapeute agréé, 34 ans. Sa nécrologie mentionnait son engagement envers ses patients et le chagrin de sa famille. Rien sur pourquoi quelqu'un d'aussi jeune et apparemment dévoué s'était suicidé. Jen creusa plus profond. La sœur de Paula avait commencé un blog en sa mémoire, traitant son chagrin publiquement. Dans un post de 2 ans plus tôt, elle avait écrit « Paula m'a dit qu'elle avait vu des choses à son dernier emploi qui l'empêchèrent de dormir. Elle voulait parler, mais il menaçait sa carrière. Elle avait si peur. Je pense que cette peur l'a tuée plus que toute autre chose. » Jen nota le nom de la sœur, Melissa Chun, et son emplacement, San Diego. À 2 heures de route, un médecin apparut dans la salle d'attente. « Monsieur Mullins. » Jen se leva. « Comment va-t-elle physiquement ?»« Elle se remettra. Les brûlures sont compatibles avec un contact répété avec un instrument chauffé, peut-être un briquet ou un petit chalumeau. Certaines cicatriseront. Nous les avons traitées et bandées. Elle est déshydratée et mal nourrie. Mais nous lui donnons des fluides maintenant. Et les drogues ?
Nous avons fait un dépistage complet. Elle a plusieurs substances dans son système, un benzodiazépine, un antipsychotique et quelque chose que nous identifions encore, c'est une combinaison troublante. Surtout pour quelqu'un qui ne devrait en prendre aucune. Pouvez-vous documenter tout ça? Déjà fait? Nous avons aussi contacté les services sociaux et la police comme requis dans les cas d'abus. Un détective voudra parler à vous deux. Jen se tendit. Quel commissariat? Central. Pourquoi? Pas le commissariat de Morrison? C'était déjà ça? Puis-je la voir dans quelques minutes? Elle vous demande. Le médecin partit. Le téléphone de Jean sonna. Son associé, Marcus Webb. Jean, où es-tu? Nous avons une réunion avec le réseau à 9 heures. Jen avait complètement oublié. Ils pitchaient leur exposé sur l'industrie pharmaceutique à une plateforme de streaming. 8 mois de travail, un contrat potentiel à 6 chiffres. Je ne peux pas venir. Urgence familiale. Quoi? Jean, on ne peut pas reporter ça. Ils viennent en avion de... Tu devras le faire sans moi? Une pause. C'est à propos de Léane. N'est-ce pas? Que s'est-il passé? Marcus était l'une des rares personnes en qui Jean avait pleinement confiance. Ils étaient associés depuis 7 ans. Ayant travaillé sur une douzaine de documentaires ensemble, Marcus était le producteur qui lissait les angles pendant que Jean fouillait. C'est grave, Marcus. La famille de son mari. Ils l'ont maltraité systématiquement. Je pense que c'est plus grand que juste Léane. Mon Dieu, de quoi as-tu besoin? Du temps et peut-être tes compétences en recherche. Je t'enverrai des noms. C'est fait. Va t'occuper de ta fille. Je m'occupe du réseau. Après avoir raccroché, une infirmière mena Jean à la chambre de Léane. Elle était dans un lit d'hôpital. Une perfusion au bras, des bandages couvrant les brûlures. Elle paraissait petite et jeune, comme à 12 ans quand Sarah était morte. « Salut, papa !» Sa voix était faible. Jean tira une chaise près du lit et prit sa main avec précaution, évitant les bandages. « Salut, ma chérie, comment te sens-tu? Effrayée? Ils vont venir pour moi? N'est-ce pas? Probablement. Mais tu es en sécurité ici? Je ne pars pas. Je suis si stupide. Tu m'as prévenu pour Brent? Pour sa famille. Et je n'ai pas écouté. Je pensais que tu étais juste surprotecteur et maintenant... Arrête! Ce n'est pas ta faute. Ils sont des professionnels là-dedans. Ils font ça depuis des années. Léane le regarda vivement. Que veux-tu dire? Jen expliqua ce qu'il avait trouvé. Les anciens employés. Paula! Le schéma de personnes quittant les centres Sparks dans des circonstances suspectes. Ils tuent des gens, murmura Léane. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Il serra doucement sa main. Léane, j'ai besoin que tu me racontes tout depuis le début. Quand les choses ont-elles changé? Elle prit une respiration tremblante. Environ 6 mois après notre mariage, Brent a commencé à rentrer tard, à boire plus. Quand je demandais, il s'énervait, pas violent, juste froid, dédaigneux. Puis Edna a commencé à m'inviter à déjeuner. Juste nous deux. Elle était si gentille au début, compatissante. Elle disait que Brent était sous pression de l'entreprise familiale, que je devais être plus supportive quand on commençait les drogues. Peut-être il y a 8 mois, Brent disait que je semblais anxieuse, que je devrais essayer ces vitamines utilisées dans les centres de sa famille. Je lui faisais confiance. Elle rit amèrement. Elle me rendait confuse. Je perdais du temps. J'oubliais des conversations. Brent a commencé à le documenter, à prendre des vidéos de moi quand j'étais confuse, à faire semblant que j'étais délirante. Et les brûlures, le visage de Léane pâlit, ça a commencé il y a 3 mois. Edna le faisait. Elle disait que c'était une technique thérapeutique, que la douleur pouvait briser mes blocages mentaux. Elle chauffait cet outil métallique et le pressait sur mes bras. Brent me tenait. Parfois Brian regardait. Jen sentit sa rage se cristalliser en quelque chose de froid et concentré. Ont-ils déjà dit pourquoi? Pourquoi toi spécifiquement? Edna disait que j'étais parfaite. Jeune, isolée de mon père, confiante, elle disait que je serais un bon cateste pour leur nouveau programme. Quel programme? Je ne sais pas exactement, mais je les ai entendus parler une fois de quelque chose sur l'expansion. Utilisant leur méthode sur plus de patients, Edna disait que s'ils pouvaient me briser, moi, la fille de Jane Mullins, le documentariste, alors ils pouvaient briser n'importe qui. C'était comme si j'étais un trophée. Bien sûr, ils n'avaient pas visé Léane juste pour la satisfaction de Brent. Ils l'avaient navisé à cause de Jean, pour prouver qu'ils pouvaient un coup à la porte. Une femme en costume froissé entra, détective, Laura McIntyre selon son badge. Monsieur Mullins, Mademoiselle Mullins, j'ai besoin de prendre vos déclarations sur ce qui s'est passé ce soir. Jane se leva. Avant ça, j'ai besoin de savoir quelque chose.
Connaissez-vous la famille Sparks? L'expression de McIntyre ne changea pas. Mais quelque chose scintilla dans ses yeux. Tout le monde connaît les Sparks. Grands donateurs. Famille prominente. Connaissez-vous le chef Morrison? Maintenant, elle fronça les sourcils. Nous travaillons dans des commissariats différents. Mais oui, pourquoi Jane prit une décision. Parce que la famille Sparks vient de me dire que Morrison est dans leur poche. Qu'ils ont acheté des juges et des sénateurs. J'ai besoin de savoir si je peux vous faire confiance avant que ma fille dise quoi que ce soit officiellement. Pendant un long moment, McIntyre l'étudia, puis elle ferma la porte et rapprocha la chaise. « Je vais être honnête avec vous. Morrison et moi ne nous entendons pas. Il est de l'ancienne école, joue à la politique, se soucie plus de son taux de résolution que de la justice réelle. Si les Sparks ont de l'influence sur lui, je ne suis pas surprise. Donc on ne peut pas faire confiance à la police ?» dit Léane calmement. « Vous pouvez me faire confiance ?» dit McIntyre fermement. « Écoutez, je suis flic depuis 12 ans. J'ai vu beaucoup de cas d'abus. Les familles riches pensent que l'argent les rend intouchables. Parfois c'est vrai, mais je m'en fous de leur connexion. Dites-moi ce qui s'est passé. Je le documenterai et je construirai un dossier, même si ça n'aboutit nulle part. »« Même alors ?» demanda Jean. « Parce que finalement, les schémas émergent. Finalement, quelqu'un craque. Finalement, la vérité sort. » Elle sortit un carnet. « Mademoiselle Mullins, pouvez-vous me décrire votre relation avec Brent Sparks ?» Léane parla pendant 1 heure. McIntyre prit des notes détaillées, posa des questions prudentes, sans jugement. À la fin, son expression était sombre. C'est assez pour un mandat d'arrêt contre Brent pour agression et séquestration illégale. Probablement contre Edna Sparks aussi, pour les brûlures. Le drogage est plus compliqué sans savoir exactement ce qu'ils t'ont donné. Mais on y travaille. Ils vont engager des avocats immédiatement, dit Jean. Laissez-les faire. J'ai arrêté des riches avant. Ils saignent comme tout le monde quand on perce leur bouclier. Après que McIntyre fut parti avec la promesse de revenir avec des mises à jour, Jane resta avec Léane jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Son visage, même au repos, était troublé. Jane sortit dans le couloir et rappela Marcus. « Comment s'est passée la réunion ?»« Bien. En fait, ils veulent avancer. Ils sont excités par le projet. Une pause. Comment va Léane ? Elle survivra ? Marcus, j'ai besoin de te demander quelque chose. Comment te sentirais-tu à mettre le doc sur les pharma en pause pour quelques mois ? Pourquoi ? Parce que je vais m'attaquer à la famille Sparks et j'ai besoin de ton aide. Jeannie, nous sommes si proches d'eux. Je sais et je suis désolé, mais c'est ma fille. Ils l'ont torturée, Marcus, et je pense qu'ils l'ont fait à d'autres. Ça pourrait être la plus grande histoire qu'on ait jamais racontée. Silence. Puis, de quoi as-tu besoin ? Jane sourit sombrement. Tout ce qu'on a. 2 jours plus tard, Léane fut libérée de l'hôpital avec des instructions strictes de suivre avec des spécialistes. Jane avait transformé son bureau à domicile en centre de commandement, couvrant les murs de photos, chronologies et cartes de connexion. Marcus arriva avec son ordinateur portable et 3 boîtes de dossiers. « J'ai contacté la sœur de Paula Schön, » dit Marcus en installant son poste de travail. « Elle veut nous rencontrer. Elle attend depuis 2 ans que quelqu'un pose des questions sur Paula. » Bien. Et les autres anciens employés ? 2 ont accepté de parler hors enregistrement. 3 ne répondent pas. Un a menacé d'appeler son avocat si je le contactais à nouveau. Peur ou complicité ? Ça pourrait être l'un ou l'autre. Jane avait passé les 48 dernières heures à construire un profil complet de la famille Sparks et de leur empire commercial. Ce qu'il avait trouvé était troublant. Les centres Sparks généraient environ 45 millions d'euros annuellement à travers leurs 5 emplacements. Ils se spécialisaient dans des traitements résidentiels à long terme pour les addictions, les traumatismes et les problèmes de santé mentale. Leur liste de clients était privée, mais Jean avait trouvé des indices dans les pages sociétés et les enregistrements de dons charitables. PDG, politiciens, membres de famille, célébrités cherchant repos et discrétion, des gens qui pouvaient payer des tarifs premium pour la confidentialité. Les centres étaient licenciés et accrédités, mais Jane remarqua quelque chose d'intéressant. Les inspections d'État étaient toujours programmées et brèves. Le même inspecteur gérait les 5 emplacements. Le docteur Nathan Snyder, un psychiatre qui avait quitté la pratique privée 10 ans plus tôt pour travailler au conseil de licence de l'État. Jane consulta les finances de Snyder. 3 ans plus tôt, Snyder avait acheté une maison de vacances à Aspen pour 1 million d'euros en liquide avec un salaire de fonctionnaire. Ajoute le docteur Snyder à la carte de corruption. Marcus. La détective McIntyre avait obtenu ses mandats, mais l'arrestation avait tourné court. Brent et Edna s'étaient rendus avec une équipe d'avocats coûteux. Ils avaient été traités et libérés sous caution en 4 heures.
Leurs déclarations à la presse dépeignaient Leanne comme mentalement malade et Jean comme un père surprotecteur qui les avait agressés. Pire, le juge Patterson, l'un des juges mentionnés par Ken, avait émis une ordonnance restrictive empêchant Jean de contacter tout membre de la famille Sparks. McIntyre avait appelé ce matin, frustré, le procureur hésite, il dit que c'est parole contre parole. Les avocats de Brent ont soumis leurs preuves de l'instabilité mentale de Leanne, des dossiers médicaux faux, mais bien forgés. De quoi as-tu besoin ? Demanda Jean. D'un schéma, de plus de victimes. Quelque chose qui rend ça impossible à ignorer. Ce qui amena Jean à sa tâche actuelle, trouver ses autres victimes. Il avait identifié 43 personnes qui avaient été patients au centre Sparks ces 5 dernières années et étaient mortes par suicide. Overdose ou accident. 43 étaient élevés, mais pas statistiquement impossible pour des centres traitant des populations à haut risque. Ce qui était suspect, c'était combien de ces morts étaient de survenus après que les patients avaient essayé de quitter le traitement tôt ou déposer des plaintes. Jeanne commença les appels, certaines familles raccrochèrent immédiatement, certaines pleurèrent, d'autres s'énervèrent, mais 3 familles parlèrent. Une mère à Phoenix dont le fils était mort d'une overdose 3 semaines après avoir quitté le centre Sparks de Scottsdale. « Il allait si bien, dit-elle, 2 ans sobre. Puis il est allé au Sparks pour ce qu'ils appelaient un ajustement bien-être. Il en est sorti paranoïaque, agité. Il disait que c'était une rechute. Mais Alex m'a juré qu'il n'avait pas consommé. 2 semaines plus tard, il était mort. L'autopsie disait qu'il s'était injecté assez de fentanyl pour tuer un cheval. Mon fils avait une phobie des aiguilles. Il n'aurait jamais rien injecté. Un père à Santa Fe dont la fille était morte dans un accident de randonnée après avoir essayé de s'échapper du centre Sparks là-bas. Melissa était une randonneuse expérimentée. Il disait qu'elle était tombée, mais quand j'ai enfin vu son corps, elle avait des bleus compatibles avec une lutte. J'ai essayé de pousser pour une enquête, mais le shérif m'a fermé. Il disait que le médecin légiste l'avait déclarée accidentelle, une sœur à Tucson, dont le frère s'était suicidé seul dans son appartement après avoir déposé une plainte auprès du conseil de licence de l'État pour abus au centre Sparks. Sa plainte avait été rejetée, il était mort 2 semaines plus tard. David a laissé une note, dit-elle, mais ça ne lui ressemblait pas, l'écriture était la sienne. Mais les mots parlaient de culpabilité et de honte, David ne se sentait jamais coupable. Il était en colère. Il voulait justice. Jeanne documenta tout, noms, dates, circumstances. Des schémas émergèrent, patients qui se plaignaient ou essayèrent de partir tôt. Famille qui insistait, mort suspecte mais officiellement déclarée comme suicide, accident ou overdose, et dans chaque cas, les enquêtes avaient été brèves et conclusives, pas de suivi, pas de questions plus profondes. Il tue des gens, dit Leanne calmement, elle écoutait depuis le canapé où elle récupérait. C'est ce qu'ils font. Ils brisent les gens dans leur centre, et si quelqu'un essaye de les exposer, ils les font disparaître. Je pense que tu as raison, dit Jean, mais j'ai besoin de preuves. Des suspicions ne suffisent pas. Son téléphone sonna. Melissa Tune, Monsieur Marlins. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Pouvez-vous venir demain ? Absolument. À quelle heure ? Le matin serait mieux. J'ai quelque chose à vous montrer. Quelque chose que Paula a laissé derrière elle. Jeanne organisa un trajet à San Diego le lendemain matin. Cette nuit-là, il s'assit avec Leanne et revit tout ce qu'ils avaient jusqu'à présent. C'est beaucoup de preuves circonstancielles, dit Marcus. Mais ça se construit. Nous avons besoin de quelqu'un de l'intérieur, dit Jean. Un employé actuel ? Quelqu'un qui parlera. Tu penses qu'il en existe ? Tout le monde a un point de rupture. La famille Sparks pousse les gens au-delà du leur tout le temps. Un de leurs employés doit l'avoir atteint. Leanne se pencha en avant. Papa, je connais peut-être quelqu'un, Carolina Wells. Elle était thérapeute là-bas, elle était gentille avec moi. Quand j'étais au centre, avant qu'ils me déplacent à la maison, elle me glissait de la nourriture supplémentaire, me donnait des livres à lire. De petites choses, Brent l'a fait licencier pour ça. Quand, il y a 2 mois, Jeanne regarda Marcus. Peux-tu la trouver ? Pendant que Marcus travaillait, le téléphone de Jeanne vibra avec un autre texto menaçant, cette fois du numéro de Brent. Tu rends les choses pires pour Leanne. Abandonne ça et on l'aidera comme il faut. Continue et on devra prendre des mesures plus drastiques. Jeanne captura l'écran et l'envoya à McIntyre. Puis, il envoya sa propre réponse. Venez à moi et je vous enterre. La réponse vint vite. Tu ne peux pas nous toucher ? Nous sommes intouchables. Jeanne sourit. C'est ce qu'ils disaient à tous juste avant qu'ils les détruisent. Marcus leva les yeux de son ordinateur. Trouvé, Carolina Wells, 32 ans,
Thérapeute agréée, elle est au chômage depuis son départ des Sparks. Vit à environ 20 minutes d'ici, pas de numéro de téléphone listé, mais j'ai une adresse. Allons lui rendre visite demain après mon retour de San Diego. Cette nuit-là, Jen ne put dormir. Il se tenait dans son bureau, étudiant le mur de preuves. La famille Sparks pensait être en sécurité derrière leur argent et leurs relations. Ils avaient passé des années à perfectionner leur système. Détruire des gens, tuer ceux qui se défendaient, acheter quiconque pouvait les arrêter, mais ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme Jean. Quelqu'un qui savait enquêter, construire un récit, armer la vérité. Plus que ça, ils n'avaient de jamais affronté quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Jen brûlerait sa carrière si ça signifiait justice pour Léane. Il dépenserait chaque centime. Il risquerait tout parce que certaines choses comptaient à plus que l'argent. Le succès ou la sécurité, la famille comptait, la vérité comptait, la justice comptait, et la famille Sparks allait apprendre ce qui arrivait quand on visait la filleule de la mauvaise personne. Jen sortit sa caméra et commença à enregistrer. C'était comme ça que tous ces documentaires commençaient, avec une déclaration d'intention, une promesse au public. « Je m'appelle Jean Mullins », dit-il à l'objectif. « Il y a 18 mois, ma fille a épousé un membre de la famille Sparks. J'avais des doutes, mais j'ai fait confiance à son jugement. J'avais tort. La famille Sparks dirige des centres de réhabilitation dans le sud-ouest. Ils prétendent aider les gens. Au lieu de ça, ils les torturent, les droguent et tuent quiconque essaye de les exposer. Ils ont fait du mal à ma fille, et je vais les faire payer. » Il arrêta l'enregistrement et sauva le fichier. Puis il commença à planifier. La famille Sparks pensait être des chasseurs. Ils avaient traqué Léane, l'avaient étudiée, piégée. Ils ne réalisaient pas qu'ils avaient attrapé le petit d'un tigre. Maintenant, le tigre venait pour eux, et Jean Mullins ne mordait pas juste en retour, il visait la gorge. La maison de Melissa Sean était un petit bungalow dans un quartier calme de San Diego. Elle répondit à la porte avant que Jean puisse frapper. Comme si elle l'avait guetté, « Monsieur Mullins, entrez ». Elle était dans la quarantaine. Portant un jean et un sweat UCLA délavé, ses yeux étaient tristes mais farouches. Jen reconnut ce regard. Il l'avait vu dans le miroir après la mort de Sarah. « Merci de me recevoir. Vous êtes la première personne à demander pour Paula depuis 2 ans. Tous les autres voulaient que je passe à autre chose. Que j'arrête de causer des problèmes ?» Elle le mena à un petit bureau bordé de boîtes. « Ce sont les affaires de Paula. Je n'ai pas pu me résoudre à les trier. Mais après votre appel, j'ai commencé à regarder. » Elle sortit un ordinateur portable. Paula tenait des journaux. Ils sont chiffrés, mais j'ai trouvé son mot de passe. La voix de Melissa se brisa. C'était mon anniversaire. Elle s'en souvenait toujours. Elle ouvrit un fichier et tourna l'écran vers Jean. Les entrées du journal étaient datées, détaillées et horrifiantes. Paula Sean avait commencé à travailler au centre Sparks de Scottsdale 3 ans plus tôt, excitée à l'idée d'aider les gens à se remettre. En quelques semaines, elle avait remarqué des incohérences, patients montrant des symptômes ne correspondant pas à leur diagnostic, enregistrements médicinaux ne s'alignant pas avec les plans de traitement, patients se plaignant d'abus mais dont les plaintes n'étaient jamais enquêtées. Une entrée d'il y a 18 mois lisait « J'ai confronté le docteur Lehman sur les divergences aujourd'hui. Il m'a dit d'arrêter de poser des questions si je tenais à ma carrière. Quand j'ai insisté, il a été spécifique, je pourrais finir comme le patient du bâtiment C qui est tombé dans les escaliers. Je pensais qu'il exagérait, puis j'ai vérifié les enregistrements. Le bâtiment C est de plein pied, il n'y a pas d'escalier. Jen photographia chaque page avec son téléphone pendant que Melissa regardait. Une autre entrée, 1 mois avant la mort de Paula. Je ne peux pas dormir. Je pense sans cesse à Melissa. Si quelque chose m'arrive, comprendra-t-elle pourquoi je ne pouvais pas juste partir? J'ai des copies de tout maintenant. Dossiers patients, journaux de médicaments, memos internes. Je vais les porter au Conseil d'État la semaine prochaine. Et j'ai peur, mais je ne peux pas laisser ça continuer. Est-elle allée au Conseil d'État? Demanda Jean. Elle avait un rendez-vous prévu. Elle était morte la veille au soir. Il disait qu'elle avait pris des pilules. Beaucoup, avalées avec de la vodka. Mais Paula ne buvait pas. Elle était allergique à l'alcool. Ça lui donnait des migraines. Les mains de Melissa se crispèrent. Je l'ai dit à la police. Ils s'en fichaient. Le médecin légiste l'a déclaré suicide. Affaire close. Paula a-t-elle mentionné où elle gardait les copies des fichiers? Son appartement? Mais je l'ai vidé après. Il n'y avait rien. Jen réfléchit un moment. Avait-elle un entrepôt? Un coffre-fort? Un autre endroit où elle pourrait cacher quelque chose? Les yeux de Melissa s'écarquillèrent. Son bureau à l'université où elle avait fait ses études supérieures, elle y gardait un bureau. Elle y faisait du bénévolat parfois, mentorant des étudiants. Je n'ai jamais vérifié. Pouvez-vous m'y emmener?
J'ai encore ses clés. Je les ai gardées. Je ne sais pas pourquoi. Ils conduisirent ensemble à l'université. Le bureau de Paula était dans le bâtiment de psychologie, une petite pièce qu'elle partageait avec un autre adjoint. L'occupant actuel était absent. Mélissa déverrouilla la porte et ils entrèrent. Le bureau était générique. Bureau, étagère, classeur. Jen commença à chercher méthodiquement tiroirs. Derrière les livres, sous les meubles, rien. Puis, il remarqua que la dalle de plafond au-dessus du bureau était légèrement de travers. Il monta sur le bureau et la poussa dire. À l'intérieur, une boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient des clés USB étiquetées et datées. Jen en compta 6. Il y avait aussi des fichiers à imprimer, des centaines de pages de dossiers patients, emails internes et ce qui ressemblait à des documents financiers. Elle a vraiment tout copié, murmura Mélissa. Jen feuilleta les fichiers. Formulaire d'admission patient avec diagnostic forgé. Horaire de médicaments conçus pour induire la compliance. Pas la guérison. Mémos internes discutant de patients difficiles nécessitant une gestion spéciale et des enregistrements financiers montrant des paiements à des inspecteurs d'État, police locale et officiels publics. C'était ça? C'était les preuves dont ils avaient besoin. Melissa. J'ai besoin d'emporter tout ça? Je promets de l'utiliser pour que Paula n'ait pas mourir pour rien. Elle hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Détruisez-les, s'il vous plaît, pour Paula. Je le ferai? Jen rentra chez lui avec la boîte sécurisée dans son coffre comme si elle était en diamant. Il appela Marcus. Nous l'avons. Paula Schön a tout documenté. Abus patient. Fraude médicale. Pot devient probablement meurtre. Mon Dieu, c'est énorme. Jean, nous devons être prudents. Si les Sparks découvrent. Ils le sauront bientôt, mais d'ici là ce sera trop tard. Quand Jen arriva chez lui, Léane l'attendait avec ses propres nouvelles. Carolina Wells a appelé. Elle veut rencontrer ce soir. Jen sentit les pièces s'emboîter. Ou un café downtown? 20 $. Elle a dit de venir seule. Pas question, je ne te laisse pas hors de ma vue. Papa! Elle a spécifiquement dit qu'elle ne parlera pas si tu es là. Elle a peur. Marcus intervint. J'irai avec Léane. Je resterai proche mais hors de vue. Si quelque chose cloche, on part immédiatement. Jen n'aimait pas ça. Mais Carolina était un témoin clé. Si elle parlait, ils auraient un témoignage interne pour corroborer les documents de Paula. D'accord, mais vérifiez toutes les 15 minutes. À 19h30, Marcus et Léane partirent. Jen resta derrière, téléchargeant les fichiers de Paula sur ses serveurs chiffrés et commençant à cataloguer les preuves. Les dossiers patients étaient accablants. Au moins 2 douzaines de personnes admises avec des problèmes légers d'anxiété ou d'addiction et systématiquement brisés par une combinaison de drogues, isolation et abus psychologiques. Plusieurs étaient mortes, d'autres étaient les sorties des centres comme des coquilles vides, trop endommagées pour fonctionner. Les enregistrements financiers montraient une corruption systématique. Le docteur Snyder recevait 45 000 € par trimestre, le chef Morrison 22 000 € plus traitement gratuit pour sa fille. Le juge Patterson 90 000 € par an déguisé en honoraires de consultation. Le téléphone de Jen sonna. Marcus, on l'a dit. Carolina parle. Elle confirme tout, les protocoles de drogage, les abus, les couvertures. Jane, elle a des noms, membres du personnel qui ont participé, patients qui ont été tués, déjà enregistrés. Jen expira. Il construisait un dossier impossible à ignorer. Preuve. Témoin. Un schéma clair de comportement criminel. Mais quelque chose le tracassait, c'était presque trop facile. La famille Sparks avait passé des années à couvrir leurs traces, détruire des preuves, faire taire des témoins. Pourquoi Carolina déciderait-elle soudain de parler? Pourquoi maintenant? Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu, une photo. Elle montrait Marcus et Léane assises dans un café avec Carolina, prise de l'extérieur à travers la vitre. Puis un autre texto. Tu pensais vraiment qu'on ne surveillerait pas? Le sang de Jen se glaça. Il appela Marcus. Répondeur. Il essaya Léane. Pareil. Il attrapa ses clés et courut. Le café était à 15 minutes. Jen y arriva en 8, grillant des feux rouges et zigzagant dans la circulation. Il se gara dehors et vit la voiture de Marcus encore stationnée. Le café était fermé, sombre. Jen sortit et essaya la porte. Verrouillée, il regarda par la fenêtre. Vide. Il appela McIntyre. « J'ai besoin d'aide. » Ma fille et mon associé rencontraient un témoin. Maintenant, ils sont partis. Quelle adresse? Jane et la Donna. McIntyre promit d'envoyer des unités immédiatement. Jane fit le tour du bâtiment, cherchant tout signe de où ils étaient allés. Dans l'allée derrière le café, il trouva le téléphone de Marcus, craquelé et gisant dans une flaque. Puis
il entendit son propre téléphone sonner, numéro de Brent. À la recherche de Léane, la voix de Brent était suffisante. « Ne t'inquiète pas, elle est en sécurité pour l'instant. Elle est de retour où elle doit être. Si tu la touches, tu quoi? Tu as déjà fait irruption chez moi? Agresser ma famille, voler ma femme. Je pense qu'on est au-delà des menaces. Et Jean, que veux-tu? Tout ce que tu as collecté, chaque document, chaque enregistrement, chaque preuve, apporte tout au centre Sparks de Scottsdale seul ce soir. Où Léane apprendra ce qu'est la vraie douleur. Laisse-moi lui parler. » Une pause. Puis la voix de Léane, terrifiée. « Papa ?» Né, la ligne fut coupée, Jen resta dans l'allée, la pluie commençant à tomber, son esprit en ébullition. Ils avaient Léane. Ils avaient probablement Marcus aussi, et ils voulaient qu'il remette le seul levier qu'il avait. S'il allait à la police, les Sparks feraient disparaître Léane avant que quiconque la trouve. S'il leur donnait les preuves, ils les tueraient tous les trois. Il n'y avait qu'une option. Jen monta en voiture et commença à conduire vers Scottsdale, mais il n'apportait pas les preuves. Il apportait une guerre. Le centre Sparks de Scottsdale s'étendait sur 4 hectares de paysages désertiques conçus pour ressembler à un resort de luxe. Bâtiments de style adobe autour d'une cour centrale, fontaines, jardins désertiques, hauts murs surmontés de ferronneries décoratives qui étaient en réalité une clôture de sécurité. Jen avait étudié l'aménagement pendant ses recherches. 5 bâtiments patients, un bâtiment administratif, quartier du personnel et une installation médicale sous terre. Il y avait un niveau sous-sol non indiqué sur les plans publics, mais apparaissant dans les permis électriques. Probablement où ils gardèrent les patients difficiles à l'abri des regards. Il était presque minuit. Jen se gara au portail principal et sortit. La cabine de garde était vide, mais le portail s'ouvrit automatiquement quand il s'approcha. Il était attendu. Jen traversa la cour en portant un sac d'ordinateur. À l'intérieur se trouvaient les documents et enregistrements de Paula, mais pas les originaux. Des copies. Les vraies preuves étaient distribuées sur plusieurs serveurs et envoyées à 3 journalistes avec instruction de publier si Jean ne se manifestait pas d'ici le matin. La porte d'entrée du bâtiment administratif s'ouvrit. Edna Sparks se tenait là, flanquée de 2 gardes de sécurité. « Jean, ponctuelle comme toujours, as-tu ce qu'on a demandé? Où est Léane? En sécurité? Montre-moi les preuves d'abord. » Jen ouvrit l'ordinateur et afficha les fichiers. Edna les examina. Son expression indéchiffrable. « C'est tout. » « Et tout ?» Elle hocha la tête vers les gardes. Ils avancèrent vers Jean. Mais il leva la main. « Pas avant que je voie Léane et Marcus vivants. » Edna considéra ça, puis haussa les épaules. « Très bien. Suis-moi. » Elle le mena à travers le bâtiment, passant des zones communes luxueuses et des salles de traitement jusqu'à un ascenseur. Ils descendirent. Le niveau sous-sol était complètement différent de l'étage. Stérile, froid, plus prison que resort. Edna déverrouilla une porte. À l'intérieur, Léane et Marcus étaient attachés à des chaises avec des liens zip. Tous deux paraissaient de malmenés, mais vivants. Carolina Wells était assise sur une 3e chaise, non attachée, l'air coupable. « Je suis désolée, » dit Carolina à Léane. « Ils ont ma fille. Ils disaient que si je n'aidais pas... »« Tais-toi » claqua Edna. Elle se tourna vers Jean. « Comme tu peux voir, ils vont bien. Maintenant, donne l'ordinateur. » Jen le posa sur une table et recula. Edna le prit, examina à nouveau le contenu, puis le passa à un garde. « Efface tout. Vérifie ses comptes cloud aussi. » Le garde s'assit et commença à taper. Brent entra dans la pièce, boisson en main. « Jean, content que tu puisses nous rejoindre. Ça nous évite de te traquer. »« Laissez-les partir » dit Jean. « Vous avez ce que vous voulez ?»« Vraiment ?» Brent sourit. « Voilà le problème. Tu es un homme très persistant. Tu l'as prouvé ? Même si on efface tout ça, même si on vous fait disparaître tous les 3, tu as probablement laissé des copies quelque part, des polices d'assurance, des interrupteurs de l'homme mort. Intelligent. Donc, on a besoin d'une solution plus permanente. Léane reste avec nous. On continuera son traitement jusqu'à ce qu'elle soit correctement docile. Toi et ton ami Marcus, eh bien, des accidents arrivent dans le désert. Jen avait anticipé ça. Et comment expliquerez-vous 3 disparitions ? La police sait que je suis venu ici, vraiment, parce que je ne pense pas que tu les aies appelés. Je pense que tu es venu seul en essayant d'être un héros. Brent s'approcha. Demain matin, Carolina rapportera que tu es venu au centre chercher Léane. Clairement instable, on montrera des images de sécurité de toi attaquant le personnel. Tu auras disparu dans le désert, probablement un suicide. Marcus aussi, il est venu te chercher. Pauvre idiot.
Léane sera trop mentalement malade pour contredire l'histoire. Vous avez pensé à tout? On le fait toujours, sauf une chose. Brent fronça les sourcils. Quoi? Je ne suis pas venu seul. Comme sur un signal, les lumières s'éteignirent, l'éclairage d'urgence s'alluma. Baignant tout en rouge, le garde à l'ordinateur leva les yeux. Monsieur, quelqu'un diffuse nos flux de sécurité en direct. Ça sort sur tous les... Une explosion secoua le bâtiment, distante mais assez forte pour faire tomber de la poussière du plafond. Jen sourit. Ce serait le FBI exécutant leur mandat. Quoi? La composure d'Edna craqua enfin. La détective McIntyre, elle travaille avec des agents fédéraux depuis des semaines. Voyez, les centres Sparks acceptent Medicare et Medicaid. Financement fédéral. Ce qui signifie que la fraude ici est un crime fédéral. Tout comme l'enlèvement à travers les lignes d'État, ce que vous avez fait en attrapant Marcus en Arizona et en l'amenant au Nevada. Brent se jeta sur Jean, mais Jean était prêt. Il esquiva et enfonça son coude dans le visage de Brent. Brent tomba durement, les gardes bougèrent, mais la porte s'ouvrit violemment. Des agents du FBI, en équipement tactique, envahirent armes sorties. FBI, personne ne bouge. La détective McIntyre entra derrière eux, portant un gilet pare-balles. Jean Mullins. Vous êtes en arrestation pour En fait, vous savez quoi? Oubliez. Quelqu'un libère ces gens. Des agents libérèrent Léane et Marcus. Léane courut vers Jean, et il la serra fort. Hey, murmura-t-elle. Quand toi et Marcus êtes allés rencontrer Carolina, j'ai appelé McIntyre. On coordonnait déjà avec le FBI. La rencontre était un appât pour voir si les Sparks vous attraperaient. Ils l'ont fait, et ça a donné au fait d'une cause probable pour un raid complet. Tu nous as utilisés comme appât? Marcus paraissait plus impressionné qu'en colère. J'avais des agents qui vous surveillaient tout le temps. Au moment où les Sparks ont agi, les Feds ont agi aussi, j'ai juste dû leur donner le temps d'assembler l'équipe et d'obtenir les mandats. McIntyre s'approcha d'Edna, qui était figée. Edna Sparks. Vous êtes en arrestation pour enlèvement, agression, fraude et environ 15 autres charges. Vous avez le droit de garder le silence, tandis que les agents menottaient la famille Sparks et leur équipe de sécurité. Jen sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Ce n'était pas fini. Il y aurait des procès, des témoignages, des années de bataille légale, mais les Sparks étaient pris. Les preuves étaient préservées, les victimes auraient justice. Plus d'agents du FBI amenant des patients d'autres pièces du sous-sol, certains étaient clairement drogués. Confus, d'autres paraissaient soulagés, pleurant d'être trouvés. Un agent s'approcha de Jean. « Monsieur, vous devriez savoir qu'on a trouvé des preuves d'au moins 12 meurtres connectés à cet établissement. On aura besoin de votre pleine coopération. Vous l'avez toute ?» L'agent hocha la tête et continua. Léane leva les yeux vers Jean. « C'est vraiment fini. La première partie l'est. Maintenant, on s'assure qu'il ne blesse plus jamais personne. » Les procès prirent 18 mois. La couverture médiatique fut implacable. Le documentaire de Jean, qu'il termina avec l'aide de Marcus, fut diffusé en première sur une grande plateforme de streaming, acclamé par la critique et vu par des millions. Il racontait l'histoire complète. L'enquête de Paula Schun, les abus systématiques, les meurtres et la chute finale. Les preuves étaient accablantes. Brent Sparks fut condamné pour agression, enlèvement et conspiration pour meurtre. Il écopa de 25 ans. Edna Sparks, l'architecte du programme d'abus, en prit 30. Ken reçut 15 pour son rôle dans le schéma de pot de vin. Brian en prit 12 pour agression et aide et encouragement. Le docteur Snyder, le chef Morrison et le juge Patterson furent tous inculpés. Morrison prit un accord de plaidoyer et témoigna contre les autres. Patterson combattit et perdit. Écopant de 10 ans pour corruption, Snyder se suicida avant le procès. Les centres Sparks furent fermés, les actifs saisis et vendus. Les proceeds allant à des fonds de compensation pour victimes, 32 personnes se manifestèrent avec des plaintes d'abus, toutes reçurent des règlements. Plus important, l'affaire déclencha des enquêtes dans des établissements similaires à travers le pays, les régulations furent renforcées, la surveillance augmentée. Ça n'arrangeait pas tout, mais ça aidait. Pour Gina, la victoire était personnelle. Léane revint vivre à la maison pendant qu'elle guérissait physiquement et émotionnellement. Les brûlures cicatrisèrent, mais elle les portait maintenant comme preuve de survie. Elle avait commencé une thérapie avec un spécialiste des traumatismes et se reconstruisait lentement. Marcus avait pris quelques bleus pendant l'enlèvement, mais récupéra vite. Il plaisantait que c'était la production la plus excitante sur laquelle ils avaient travaillé. Carolina Wells témoigna contre la famille Sparks en échange d'immunité. Sa fille était en sécurité.
Elle avait commencé à travailler dans un centre de thérapie légitime, déterminée à bien traiter ses patients. Melissa Chun assista à chaque jour des procès. Quand Edna Sparks fut condamnée, Melissa se leva dans la galerie du tribunal et dit un mot. « Paola !» Jen comprit que ce n'était pas juste pour Léane, c'était pour tous, chaque victime, chaque famille détruite, chaque personne que la famille Sparks avait blessée, le jour des verdicts. Jen et Léane se tenèrent dehors du tribunal tandis que les reporters criaient des questions. Jen leva une main pour le silence. « Il y a 2 ans, ma fille m'a appelé à l'aide. Ce que j'ai trouvé était un système conçu pour blesser des personnes vulnérables et faire taire quiconque parlait. Aujourd'hui, ce système est détruit. La famille Sparks passera des décennies en prison, mais ce n'est pas juste à propos d'une famille, c'est à propos de toutes les familles comme eux, des gens qui pensent que l'argent et le pouvoir les rendent intouchables. » Il regarda directement les caméras. « J'ai promis de documenter la vérité et de chercher la justice. J'ai tenu cette promesse. Si vous êtes là dehors, vous cachant derrière la richesse ou les connexions, croyant pouvoir blesser des gens sans conséquence, regardez ce qui s'est passé ici parce que je ne suis pas le seul à prêter attention. Finalement, la vérité sort. Finalement, vous payez. » Les reporters explosèrent avec des questions de suivi, mais Gene se tourna. Il avait dit ce qu'il avait besoin de dire. Léane passa son bras sous le sien tandis qu'il marchait vers sa voiture. Qu'est-ce qui est prochain pour Gene Mullins? Documentariste? Honnêtement, je pense à quelque chose de plus léger. Peut-être un documentaire sur la nature. Les pingouins sont sympas. Elle rit, un vrai rire. Le premier qu'il avait entendu depuis des mois. Tu t'ennuierais en 1 semaine? Probablement, mais j'ai besoin d'une pause pour combattre des monstres. Jusqu'au prochain qui se montre. Jusqu'alors, ils conduisirent à la maison à travers la ville tandis que le soleil se couchait. Peignant le ciel en nuances d'orange et d'or, Jen pensa à Sarah, à Paula, à tous ceux perdus en chemin. Il pensa à la justice et à la vengeance et à la fine ligne entre eux. Il avait franchi cette ligne, il avait utilisé Léane et Marcus comme appât, il avait manipulé la famille Sparks dans un piège, il avait été prêt à faire tout ce qu'il fallait pour les détruire. Était-ce de la justice ou quelque chose de plus sombre? À la fin, Jen décida que ça n'importait pas. La famille Sparks avait torturé sa fille. Ils avaient tué des innocents. Ils avaient corrompu des officiels et détruit des vies. Et maintenant, ils étaient partis. Si ça faisait de Jen un monstre aussi, il pouvait vivre avec. Parce que certaines choses comptaient plus que la pureté morale. Certaines choses exigeaient une réponse au-delà de la loi et des procédures. La famille comptait, la vérité comptait, et parfois la vengeance comptait aussi. Gene Mullins avait bien appris cette leçon et il l'avait enseignée à la famille Sparks d'une façon qu'il n'oublierait jamais. Tandis qu'il s'engageait dans l'allée, le téléphone de Léane vibra. Elle lut le message et sourit. « C'est quoi, Carolina ?» Elle organise un groupe de soutien pour les survivants des centres Sparks. Elle veut savoir si je l'aiderai. Le feras-tu? Je pense. Ça semble le bon prochain pas. Aider les autres à guérir. Gene serra sa main. Ta mère serait fière de toi? Elle serait fière de toi aussi? Papa, tu as tenu ta promesse? Tu m'as protégé? Je te protégerai toujours? Ce n'est pas une promesse. C'est un fait. Ils entrèrent ensemble et Gene pensa à l'avenir. Il y aurait plus de documentaires, plus d'enquêtes, plus de combats, mais pour l'instant, il avait récupéré sa fille, elle était en sécurité, elle guérissait, et les gens qui l'avaient blessée payaient pour ça. C'était assez... Pour l'instant, c'était assez... 6 mois plus tard, Gene reçut une lettre, c'était de Brent Sparks. Envoyé de prison fédérale, Gene faillit la jeter sans la lire, mais la curiosité l'emporta. La lettre était courte. « Tu penses avoir gagné, mais tu as seulement rendu les choses pires pour Léane. Des gens comme nous ont de longues mémoires. Ma famille a des connexions que tu ne peux imaginer. Quand on sortira, quand on reconstruira, on viendra pour vous deux. Et cette fois, tu ne nous verras pas venir. » Gene la lut 2 fois, puis il alluma la cheminée de son bureau, regarda la lettre brûlée et passa un appel. « Marcus, j'ai une idée pour notre prochain projet. Un autre documentaire? Quelque chose comme ça? Comment te sens-tu pour enquêter sur la corruption dans le système pénitentiaire fédéral ?» Marcus rit. « Tu ne peux pas lâcher? Hein? Non? D'ailleurs, j'ai promis à Brent que je l'enterrerais. Je tiens mes promesses. » Gene raccrocha et se tourna vers son mur de recherche. Il avait déjà commencé un nouveau tableau, cartographiant les connexions entre les alliés et associés restants de la famille Sparks. Il y avait encore des bouts non résolus, encore des gens qui les avaient aidés et n'avaient pas été attrapés. Gene les trouverait tous parce que c'était ce qu'il faisait. C'était qui il était.
La famille Sparks pensait avoir brisé Léane. Au lieu de ça, ils avaient éveillé quelque chose en son père qui ne pouvait être rendormi. Jane Mullins n'exposait pas juste la vérité, il la traquait, la coinçait et la rendait impossible à cacher. Et il ne faisait que commencer. Dans l'autre pièce, Léane était au téléphone avec Carolina, planifiant la première réunion de leur groupe de soutien. Elle riait, pleine d'espoir, guérissant. Ce son, le bonheur de sa fille, valait tout, valait les années de travail. Le danger, les compromis moraux, Jane avait appris une vérité fondamentale. Le monde était plein de monstres qui prêt sur les vulnérables. La plupart des gens ne pouvaient pas riposter. Ils n'avaient pas les compétences, les ressources ou la volonté. Mais Jane si... Et ils continueraient à combattre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de monstres. Ou jusqu'à ce que les monstres le fassent enfin tomber. De toute façon, ils tomberaient en se battant parce que certaines personnes méritaient d'être détruites. Et Jane Mullins était plus que ravi d'être celui qui le faisait. Il regarda le nouveau tableau de recherche, tous les noms et connexions, et sourit. « Qui est le prochain ?» murmura-t-il. La guerre était finie. Vive la guerre. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé ? J'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, envisagez de rejoindre notre communauté en vous abonnant. Ça signifie le monde pour nous. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez les vidéos recommandées à l'écran et je vous y verrai.